Merci de nous suivre pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Bienvenue. Tout de suite, nous partons avec les titres. À la une, les Tunisiens qui ont voté hier dimanche avec un taux de participation de plus de 60% pour élire leur président. D'après les premiers résultats, un second tour se dessine entre Monsef Marzouki et Béji Essebsi. La liste des ministres de la transition burkinabé a été dévoilée hier. Un cabinet intérimaire composé de 26 ministres, dont le ministère de la Défense et celui des Affaires étrangères, qui sont respectivement dirigés par Michel Kafando et son premier ministre Isaac Zida. Le gouvernement tient son premier conseil des ministres ce lundi. Voilà pour le sommaire. Bienvenue vers un second tour de la présidentielle en Tunisie. Selon des sondages de sortie des urnes, Béji Essebsi arriverait en tête. Il serait suivi par son rival, le président sortant Monsef Marzouki. Les résultats devraient être connus d'ici 3 jours. Le scrutin était historique, pourtant il n'a pas massivement mobilisé. Un peu plus de 64% de participation, soit moins que pour les législatives en octobre dernier. Béji Caïd Essebsi, 87 ans, et son parti avaient remporté le dernier scrutin. Selon son camp, il serait aujourd'hui en tête. Selon les premières estimations, Béji Caïd Essebsi est en tête de l'élection présidentielle avec une forte avance sur son rival. L'Institut de sondage Sigma donne Béji Caïd Essebsi, le candidat du parti Nida Tounes, en tête avec 42,7% des voix contre 32,6% pour Monsef Marzouki. Le camp de ce dernier conteste les estimations et assure que les deux candidats sont au coude à coude. Le président par intérim, qui avait pris la tête du pays fin 2011 à la suite d'un accord de coalition avec les islamistes d'Ennahda, s'est félicité de la tenue de ce scrutin démocratique. Il faut élever le débat lors de la seconde phase de la campagne électorale. Je demande que la partie adverse donne comme consigne à leurs partisans de cesser les attaques. Il faut que le dialogue soit de qualité. Les débats doivent se faire dans le cadre du respect mutuel et sur la base de l'échange et non des insultes. Au-delà des premières estimations, les analystes soulignent un scrutin qui pourrait créer un précédent. Tout le monde arabe va regarder la Tunisie comme un laboratoire. Nous pouvons faire ça. Ce n'est pas un mythe. Ça peut être une réalité. Des élections et la démocratie sont possibles dans un pays musulman. Les résultats définitifs du premier tour doivent être annoncés au plus tard mercredi. La Tunisie semble bien se diriger vers un duel Essebsi-Marzouki qui aurait lieu fin décembre. Le Premier ministre français Manuel Valls est arrivé hier à Niamey, au Niger, pour une visite de travail. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue nigérien, Brigitte Raffini. Au programme, visite aux soldats français et un point politique sur les mines d'uranium. En provenance de N'Djamena au Tchad, le Premier ministre de la République française Manuel Valls, en visite de travail au Niger, est accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, avec tous les honneurs avant d'être salué par les membres du gouvernement. Les deux chefs du gouvernement ont eu un entretien en tête à tête dans le salon international du Hamani. La coopération bilatérale, notamment la situation sécuritaire au Sahel, caractérisée aujourd'hui par la présence de groupes djihadistes, l'une des préoccupations majeures pour la France et le Niger. Le Niger qui occupe aujourd'hui une place stratégique dans la lutte contre ces groupes terroristes. C'est dans cette perspective que les deux pays ont décidé d'agir ensemble pour mener cette lutte contre la terreur. De l'aéroport international de Hamani de Niamey, le Premier ministre français Manuel Valls s'est rendu à la base aérienne pour visiter un détachement militaire français de l'opération Barkhane créée en août dernier pour prendre le relais de l'opération Serval menée au Mali depuis 2013. L'opération Barkhane, avec un effectif de 3200 hommes, s'emploie désormais à étendre son rayon d'action vers le nord du Niger. Et un mot de santé en Guinée avec l'épidémie d'Ebola. L'UNICEF vient de lancer une formation des superviseurs préfectoraux, un atelier pour bien comprendre les voies de transmission de la maladie Ebola, mais également les modes de prévention.
Ici, à la Direction nationale de l'enseignement professionnel, 40 coordonnateurs préfectoraux et 10 superviseurs régionaux renforcent leurs capacités opérationnelles. Ils auront pour mission la formation, le suivi, entre autres, des actions des comités villageois de veille sanitaire installés à travers le pays. L'initiative est de l'UNICEF en partenariat avec le Centre africain de formation pour le développement et le Centre de recherche d'aide au développement. Il s'agit, dans un premier temps, de former 50 coordinateurs pour la communication et le développement, la sensibilisation et l'engagement communautaire qui seront déployés dans l'ensemble des préfectures et qui, à leur tour, auront la charge de déployer 800 mobilisateurs sociaux pour accompagner les communautés, accompagner les efforts qui sont en cours à l'intérieur du pays et faire en sorte que les communautés elles-mêmes puissent davantage prendre conscience de la réalité d'Ebola et s'engager ensemble dans la réponse et parvenir à l'éradication donc de la maladie. L'espoir est bien sûr permis dans la mesure où, si nous avons dans les 25 préfectures frontalières de la République de Guinée des agents déployés, des comités de veille installés sur l'étendue du territoire national, il n'y a pas de raison qu'on n'espère pas réellement finir avec ce virus-là dans sous peu de temps. Avec la participation des communautés à la base aux actions de sensibilisation et de mobilisation sociale contre Ebola, la situation est en train d'être maîtrisée dans certaines localités du pays. Au jour d'aujourd'hui, quand je quittais Apita, ça fait presque plus d'un mois qu'on ne parle pas d'Ebola à Apita. La formation de ces agents permettra de mettre sur pied une autre stratégie efficace de riposte à Ebola, ce qui permettra de diminuer les possibilités de transmission de la maladie. Je vous l'annoncer en titre, le gouvernement de transition du Burkina Faso est connu depuis hier soir et ce sont les militaires qui prennent les commandes de l'armée et de la police. Le lieutenant-colonel Isaac Zida cumule à lui seul le poste de Premier ministre et celui de la Défense. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement a été annoncé pour ce lundi. C'est un gouvernement de 26 membres qui a été formé à l'issue de plusieurs jours d'intenses tractations à Ouagadougou. Dans ce gouvernement de transition, l'armée occupe 4 ministères clés. Au total, elle compte ainsi 4 membres avec le ministère des Mines et celui des Sports. Le lieutenant-colonel Isaac Zida, l'homme fort du pays depuis 3 semaines, cumule le poste de Premier ministre avec celui de ministre de la Défense et l'un de ses bras droits, le colonel Auguste Denis Barry, a été nommé au poste de ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, l'équivalent du ministère de l'Intérieur. Le président de la transition, Michel Kafando, occupe en plus de sa fonction de chef de l'État le poste de ministre des Affaires étrangères. Plusieurs postes importants ont été confiés à des membres de la société civile dans ce gouvernement de transition. L'économie et les finances reviennent à Jean-Gustave Sanon, qui avait travaillé dans ce ministère au Burkina avant de faire carrière à l'UEMOA et au FMI. Joséphine Ouedraogo, candidate malheureuse au poste de président de la transition, devient quant à elle ministre de la Justice. La nouvelle équipe dirigeante va ainsi gérer le pays jusqu'aux élections présidentielles et législatives prévues en novembre 2015. Notons que les chefs de l'opposition ont délibérément choisi de ne pas en faire partie car aucun des membres du nouvel exécutif ne sera autorisé à participer aux élections de novembre 2015. Hors de nos frontières, plus que quelques heures avant la fin des négociations sur le nucléaire iranien à Vienne, où sont réunis les 5+1 ainsi que les responsables iraniens. C'est une véritable course contre la montre qui est engagée. Rien n'est moins sûr. Les divergences sont encore trop nombreuses entre les deux parties. Les négociations pourraient donc être prolongées. Et ce drame aux États-Unis, un garçon d'origine afro-américaine de 12 ans a été abattu par la police. Il était en possession d'un faux pistolet qui ressemble à une arme réelle. Une nouvelle affaire qui surgit alors que le grand jury de Ferguson doit se réunir à nouveau ce lundi, 108 jours après la mort de Mike Brown. L'adolescent noir n'était pas armé lorsqu'il a été abattu. Lui également le 9 août dernier. La décision de justice est attendue avant la fin de ce mois. Un calme relatif est revenu à Ferguson, mais la tension est encore palpable.
Des barricades ont été érigées autour du palais de justice de la ville voisine de Clayton. C'est ici qu'un grand jury doit décider ou non de poursuivre en justice le policier qui a abattu l'adolescent noir Michael Brown le 9 août dernier. Les habitants sont à cran. Cela fait déjà plusieurs semaines qu'ils attendent cette décision de justice. Je compatis à la douleur de la famille qui a perdu un proche. Je suis vraiment désolée de savoir qu'il est parti si jeune, qu'il n'a pas pu vivre tout ce qu'il aurait aimé vivre dans sa vie. Il avait peut-être le rêve de devenir joueur de basket ou pasteur, qui sait. De nombreuses mesures de sécurité ont été prises en vue de la décision du jury. Le président Obama a appelé au calme. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence et le FBI a même renforcé ses équipes sur place. Ces dernières semaines, de nombreuses personnes sont descendues dans les rues pour crier leur colère lors de veillées nocturnes. Nombre d'entre eux sont en effet convaincus que Warren Wilson, le policier mis en cause, va être blanchi. Après la mort de Michael Brown, Ferguson a été le théâtre de violentes manifestations. Des émeutes qui ont montré au grand jour les tensions raciales entre les habitants majoritairement noirs de la ville et la police locale blanche. Et c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur africabletélévision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.